L'intelligence, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il veut dire? Entre ce que dit la science et les mythes qui circulent, il y a de quoi être perdu. Alors qu'est-ce que l'intelligence pour de vrai? C'est ce qu'on va essayer de déconstruire ensemble. Dans l'imaginaire collectif, quand on pense au potentiel, on a souvent deux images qui viennent en tête. D'un côté, le génie, presque surhumain, destiné à accomplir de grandes choses. Et de l'autre, l'âme torturée, l'écorché vif, trop lucide pour être heureux. Ces clichés sont peut-être séduisants, un peu romantiques, mais ils déforment complètement ce qui n'est à la base qu'une fonction biologique. Et c'est bien là que le bas blesse. La psychologue Stéphanie Aubertin le dit très bien, avec ses récits, on prend une simple ressource biologique, une capacité cognitive, et on l'enferme dans une prison identitaire. C'est comme si on la forçait à devenir une étiquette. Notre but aujourd'hui, c'est justement de faire sauter les verrous de cette prison. Alors, pour déconstruire tout ça, il faut forcément revenir à la source. Première étape de notre enquête, retrouver le sens premier du mot intelligence, bien avant qu'il ne soit capturé par les tests et les stéréotypes. Ce qui est fascinant, c'est de regarder l'étymologie latine. Pour les Romains, l'intelligentsia, ce n'était pas du tout une qualité un peu mystique. Non, c'était un outil ultra pratique. Interlegere, ça veut dire littéralement choisir entre eux. À la base, l'intelligence, c'est la capacité à discerner, à mettre de l'ordre dans le chaos du réel pour en tirer la meilleure stratégie. Et ça torde le cou à une idée reçue très tenace. On entend partout que quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui fait des liens. Sauf que, si on y réfléchit, la pensée complotiste par exemple, elle fait énormément de liens, mais de façon complètement anarchique. Le vrai travail de l'intelligence, ce n'est pas de tout relier à tout, mais au contraire de sélectionner les connexions qui sont pertinentes et logiques. C'est une fonction de filtre, de tri, bien plus qu'une machine à associer. Bon, une fois que le concept a été nommé, l'étape suivante était de vouloir le capturer, le mesurer. On va voir comment la science, au fil des années, s'est lancée dans cette quête pour essayer de quantifier cette faculté qui paraissait insaisissable. Le parcours est assez incroyable. On part d'un concept purement philosophique chez Cicéron, puis on fait un bond jusqu'à la fin du 19e siècle avec Galton, qui lui essayait de mesurer l'intelligence avec des critères physiques, comme le temps de réaction ou l'acuité visuelle. Mais le vrai tournant, c'est au début du 20e siècle que ça se passe, avec deux noms à retenir, Binet et Spearman, et enfin Wechsler qui va moderniser tout ça. La révolution, la vraie, c'est Binet qui l'apporte. Il laisse tomber complètement l'idée de mesurer des traits physiques comme la taille du crâne par exemple. Pour lui, c'est évident. L'intelligence, ça se voit dans l'action, dans ce qu'il appelait le bon sens, dans la capacité à juger et à raisonner face à des problèmes concrets. Et cette image illustre parfaitement son approche. On voit ici une fiche de son échelle de 1908. Et regardez les épreuves, elles n'ont rien d'abstrait. Rendre sur 20 sous, exécuter 3 commissions, critiquer des phrases absurdes. Ce que Binet mesurait, c'était la capacité d'un enfant à se débrouiller dans le monde réel, pas juste son niveau à l'école. Au même moment, en Angleterre, Charles Spearman fait une découverte statistique qui va tout changer. En analysant des résultats scolaires, il remarque un truc. Les élèves qui sont bons en maths ont aussi tendance à être bons en français, en musique, bref, toutes les aptitudes intellectuelles semblent liées. Il en déduit qu'il doit y avoir une sorte de moteur commun, une énergie mentale centrale qu'il va appeler le facteur G, pour général. Et voilà, c'est la découverte de ce facteur G, combiné à l'approche très pragmatique de Binet, qui va poser les fondations de l'outil que tout le monde connaît aujourd'hui, le quotient intellectuel, le fameux QI. Il faut vraiment comprendre que le QI moderne, tel que Wechsler l'a pensé, ce n'est pas une note sur 20. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une position sur une carte. Cette courbe en cloche représente la distribution de l'intelligence dans la population. Par convention, la moyenne est à 100. Avoir un score de 130, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, ça veut juste dire qu'on se situe dans une zone statistiquement plus rare, exactement comme une personne qui mesurait 2 mètres. C'est une adresse, pas un jugement de valeur. Donc, pour que tout soit bien clair, il faut distinguer ces 3 termes. L'intelligence, c'est le grand concept théorique, la capacité d'adaptation. Le facteur G, c'est sa structure mathématique, le noyau dur que la statistique a permis d'identifier. Et le QI alors ? Eh bien, le QI, c'est simplement le score qu'on observe à un test, l'indicateur pratique. Pour faire une analogie, le QI, c'est le thermomètre, ce n'est pas la chaleur elle-même. Bon, maintenant qu'on a vu la mesure, passons à la mécanique. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Quels sont les mécanismes biologiques qui rendent l'intelligence possible? Pour faire simple, on peut voir notre cerveau comme un moteur. Et comme n'importe quel moteur, sa performance globale va dépendre de 2 spécifications techniques absolument fondamentales. La première, c'est la vitesse de traitement. C'est la rapidité brute avec laquelle notre système nerveux est capable de capter une information, de la comprendre et d'y réagir. C'est un peu comme la fréquence d'horloge d'un processeur d'ordinateur. Plus elle est élevée, plus le traitement de l'info est efficace. La deuxième caractéristique clé, c'est la mémoire de travail.
C'est notre espace mental à court terme, une sorte de bloc-notes. C'est l'endroit où on va garder des informations en tête tout en les manipulant pour pouvoir raisonner. C'est un peu comme la mémoire vive, la RAM d'un ordinateur, sa capacité est limitée. D'ailleurs, une mémoire de travail performante, c'est le meilleur indicateur qu'on ait du facteur G. La vitesse, la mémoire, la mesure. Ok, maintenant, on va assembler toutes ces pièces du puzzle pour comprendre la finalité de tout ça. Au fond, à quoi ça sert l'intelligence? Cette citation de Robert Gordon, elle résume tout parfaitement. Le véritable test d'intelligence, il ne se déroule pas dans le bureau d'un psychologue. Il a lieu tous les jours, à chaque instant, face à la complexité de la vie. Quand on doit comprendre une notice de montage, gérer un budget, s'orienter dans une ville inconnue. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. L'intelligence, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une essence, ni une sorte de destin. Ce n'est pas qui l'on est. Et là, on s'échappe enfin de la fameuse prison identitaire. Au final, l'intelligence est une fonction. C'est un outil d'adaptation universelle que l'évolution a façonné pour nous aider à gérer la complexité du monde. La seule question qui vaille vraiment la peine d'être posée, c'est donc celle-ci. Cet outil, comment est-ce que chacun s'en sert pour naviguer au mieux dans sa propre réalité ?